Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. Entre le 16 octobre et le 19 octobre dernier, les Camerounais découvraient véritablement le Conseil constitutionnel, mis en vitrine grâce à la magie de la télévision. Le Conseil constitutionnel, appelé conformément à la loi, a statué sur la régularité du processus électoral, a été entraîné durant l'examen du contentieux post-électoral de la dernière présidentielle dans d'autres terrains. La crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la question du terrorisme et de l'insécurité, l'unité nationale et même la mise en cause de son impartialité et de la récusation de ses membres. La conduite du contentieux a révélé une équipe à l'écoute. Le Conseil n'a pas fait l'économie du temps pour laisser s'exprimer librement et même longuement chacune des parties. À l'image du requérant Maurice Kamto, qui aura eu droit à une douzaine d'heures pour défendre son recours. Face à la passe d'armes en mondovision entre deux personnalités, Grégoire Wona et Maurice Kamto, Clément Atangana et les 10 sages sont restés de marbre. Mais parce que compétent de sa compétence, le Conseil constitutionnel aura tenu jusqu'au bout. Rétrospective 2018, élection présidentielle, le temps du contentieux post-électoral, c'est le temps du contentieux post-électoral. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Rétrospective 2018, élection présidentielle, le temps du contentieux post-électoral. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Maître Georges Teguin. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision, toujours aussi nombreux, particulièrement à ceux d'Equinox Soir qui sont des fidèles auditeurs et des fidèles téléspectateurs. Nous leur disons bonsoir. Bonsoir voilà. À mes copanélistes. Oui. Et nous sommes toujours très contents d'être là et répondre à vos invitations. Là, vous allez mouiller le maillot pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est exact, comme toujours. Voilà, en face de vous, Emmanuel Kounié. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et merci de me convier à cet échange. Voilà, vous êtes du Social Democratic Front. C'est bien cela? Tout à fait. Voilà. Sur ce plateau également, Achille Assako. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Soir. On les sait très nombreux, comme à leur habitude. Je voulais vous dire, félicitations pour la lourde tâche qui est la vôtre, celle d'informer les Camerounais par l'ouverture d'un débat. On le sait, ce n'est pas très évident. Et donner la parole à ces Camerounais tous les jours comme vous le faites, je pense que vous méritez un coup de chapeau. Et d'avance déjà, on dit quoi? Bonne année. Voilà, merci. Achille Assako, journaliste, mais qui on va le dire également, mouiller le maillot pour le PURS. Oui, pour le candidat Serge Espoir Matomba. Oui. Je vous l'avais dit sur ce plateau, je redevenais journaliste une fois que les résultats à la présidentielle allaient être proclamés, une fois que le président de la République allait prêter serment, c'est ce qui a été fait. Oui. Et j'ai justement eu la tâche d'accompagner le candidat Serge Espoir Matomba durant toute cette campagne électorale assez épique, il faut le dire, oui. Parce qu'il y a un certain nombre de faits qu'on a découverts sur le terrain, nous qui étions au four et au moulin, et on en est ressorti édifié. On en est ressorti différent parce oui. que le regard qu'on porte sur la démocratie, oui, c'est sans regret. Oui. C'est tout à fait sans regret qu'on a consacré 2 mois de notre vie à accompagner ce candidat-là. Okay. Donc, si c'était à recommencer, je crois que je recommencerai volontiers. Ok. Sur ce plateau, également, Maître Roland Diérou, bonsoir. Bonsoir Serge Alain Autou, bonsoir à tous mes copanélistes et bonsoir à vos nombreux téléspectateurs à qui j'adresse par avance mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année qui pointe à l'horizon. Vous êtes là pour défendre le mouvement La Renaissance du Cameroun, MRC. Le mouvement pour la Renaissance du Cameroun, oui. Qui a à sa tête le professeur Maurice Kamto, dont la victoire à la dernière élection a fait l'objet d'un hold-up électoral. Et donc nous contestons l'usurpation qui a été faite par le régime sortant qui
continue de nous conduire comme depuis 36 ans, avec pour maître mot la médiocrité, le cynisme et l'incompétence. Voilà, justement, vous parlez de ce hold-up. Je veux qu'on commence de manière chronologique. Maître Ndjéou, dites-moi, le 8 octobre, il est un peu plus de 16 heures, votre champion dit qu'il a marqué le penalty. Tout à fait. Et le 16 octobre, il se présente devant le Conseil constitutionnel. N'est-ce pas un peu contradictoire? Qu'est-ce qu'il va chercher là-bas? Alors, comme nous faisons une rétrospective, oui, vous allez accepter que nous revenions sur des choses qu'on a déjà dites. Parce que la fausse polémique qui a cours, ou qui a eu cours, quant à savoir si il était cohérent de revendiquer sa victoire le 8 octobre et d'aller quand même devant le juge constitutionnel, cette polémique-là a été évacuée. Je me souviens, c'était sur un des plateaux de votre chaîne de télévision que je prenais l'image de ce jeune enfant qui, une fois qu'il a reçu les feuilles de composition, pouvait déjà dire à son père: papa, j'ai réussi. En attendant le jour de la proclamation des résultats, en attendant le jour de la remise des bulletins. Et donc, en se rendant compte que le bulletin qui lui sera remis peut être entaché d'irrégularité, il est de son droit, même s'il avait, au vu des éléments dans sa possession, annoncé qu'il avait gagné, il peut se plaindre à qui de droit. Et dans le cas d'espèce, qui de droit se trouvait être le Conseil constitutionnel. Mais que vous, dont les membres, vous allez récuser 5 des 11 membres. Oui, justement, mais il est important de préciser ce qui a été demandé. Oui. On n'a pas remis en cause le Conseil constitutionnel, non. Oui. Ce qui a été remis en cause, ce sont les membres, et même pas tous. Certains membres, oui, c'est vrai, 6, une bonne majorité, mais certains membres du Conseil constitutionnel dont les accointances, les affinités et le passé créaient ce qu'on appelle en droit une suspicion légitime. Oui. Une situation qui fait que une des parties en cause, ressent comme une sorte de chape d'impartialité, non, de partialité, pardon, oui. qui pèse sur l'instance devant laquelle il fait son recours. C'est connu, non pas seulement en matière constitutionnelle, même devant les juridictions de l'ordre judiciaire classique, on a la suspicion légitime qui est un moyen de récusation. Et encore une fois, il est question de récuser les juges, non pas le Conseil. Voyez-vous, nous avons attendu longtemps la mise sur pied de ce Conseil constitutionnel. Oui. Et une fois que cela a été mis sur pied comme institution, et je tiens encore à rappeler que ce n'est pas l'institution qui est critiquable, non, c'est la composition de la dite institution. Ce sont les acteurs censés animer la dite institution qui font problème. Okay. Et au final, nous nous sommes retrouvés à côté de l'Assemblée nationale et du Sénat. On se sont retrouvés en face d'une autre chambre d'enregistrement qui, justement, n'a fait qu'enregistrer une sorte de rythme qui avait été préétabli et qui sonnait du genre irrecevable, irrecevable et non fondé. Donc, si vous allez me permettre de chuter simplement, oui, il faut évacuer de l'opinion publique cette tendance à faire croire que la proclamation, la revendication, permettez-moi de me corriger, la revendication de sa victoire par le président Kamto, l'autoproclamation. La revendication de sa victoire. Le mot autoproclamation, vous dérange? Vous êtes libre d'utiliser vos propres mots. Non, c'est le mot. Il était candidat, Maurice Kamto. Nous sommes d'accord sur un fait. Donc lorsque c'est lui qui dit que c'est l'auto. Hein, Monsieur Serge Alain, nous avons déjà essayé d'expliquer ceci. Oui. Vous direz quoi de ce jeune enfant? Qu'il s'est auto-déclaré admis? Non, il a simplement revendiqué un certain nombre de choses au vu des éléments qu'il avait. Et il attend que l'autorité chargée de le proclamer, de le déclarer admis, le fasse. Okay. Sauf que dans le cas du Cameroun, la dite autorité s'est retrouvée en train de réciter un refrain qui lui avait été prié. Je me permets de rebondir. Oui, allez-y donc. À propos de la sortie de Maître Ndjéou, que le professeur Maurice Kamto dise qu'il a marqué le pénalty. Oui, d'accord. C'est un peu pareil que le président de la République qui dit le Cameroun sera prêt le jour dit. Est-ce que le Cameroun est prêt le jour dit? C'est ce genre de déclaration qui nous mène à nous poser beaucoup de questions.
nous sommes d'avis, et la plupart de ceux-là qui sont membres de l'opposition, que la sortie du professeur Maurice Kamto a été inopportune, a été prématurée, a été d'une maladresse à nul autre pareil. Et a jeté le discrédit même sur le fonctionnement de l'opposition en tant que contre-pouvoir qui aurait pu, d'une façon ou d'une autre, s'unir. Si on était dans une logique, on va dire, on appelait ça quoi? La coalition. Oui. Coalition. Je pense que même ceux-là qui ont accompagné le professeur Maurice Kamto ont été surpris par sa sortie. Et 48 heures plus tard, moins de 48 heures plus tard, après qu'on ait clos les bureaux de vote, qu'il fasse une déclaration comme celle-là, c'était tiré par les cheveux, et cela a amené beaucoup de personnes à lui retirer un certain crédit de sympathie qu'il était en train d'encourager, même au niveau de l'opposition. Vous me permettrez, s'il oui, ça ne va pas rester en debout. On va permettre à Emmanuel Kounié et Maître Tegem de réagir. Oui, rapidement, Maître. Merci, Monsieur Otto. Je voulais simplement faire observer que le hasard fait bien les choses. Parce que, voyez-vous, nous sommes sur ce plateau avec un côté où, d'habitude... il y a la droite et la gauche. Il y a la droite et la gauche. Et à la droite, nous avons le PURS qui, d'entrée de jeu, a même mieux fait que le RDPC souvent sur les plateaux. Ah oui. Bon, je voulais simplement préciser que la maladresse tirée par les cheveux, etc., etc., je voulais lui donner un argument de plus. On a même dit à un moment donné que c'était illégal, cette déclaration. Je ne sais pas sur la base de quels critères vous évaluez l'audimat ou les personnes qui se sont senties déçues par la dite déclaration. Mais comme nous sommes sur le champ politique, Monsieur Otto, nous comprenons parfaitement le message qui est passé. Et nous comprenons pourquoi ce genre de message est distillé dans accusations de bas étage. Le PURS n'a rien à voir. Merci. Quand vous avez parlé, je vous ai intelligemment écouté. Merci, Maître Diou. Merci, Achille Asako. Mais vous n'êtes pas obligé. Merci, Achille Asako. Merci, Maître Diou. Emmanuel Kounié, dites-moi, cette... d'entrée de jeu que le MRC recuse certains membres, parce qu'ils sont 6. On parle d'Atangana Clément, militant RDPC, magistrat à la retraite. Foumanakam Jean, membre du comité central RDPC, conseiller juridique du président de la République. Bondé Emmanuel, membre du comité central RDPC, ancien ministre. Lekenen Donfak, membre du comité central, ancien député RDPC, ancien ministre. Amadou Tijani, membre du comité central RDPC, ancien gouverneur province. Baskouda Jean-Baptiste, membre du comité central RDPC, ancien ministre. Bipounhoum Joseph Marie, ancien ministre, militant à RDPC. Vous, ça vous a pas dérangé au SDF? Non, moi je crois que le MRC aurait dû aller même plus loin. Oui. Parce que, s'agissant de la constitution, n'est-ce pas, de cette cour constitutionnelle, il est dit dans la constitution que 3 membres, je crois 3, hein, si je me trompe, les juristes sont là, oui. 3 membres devaient être proposé ou bien désigné par le président de l'Assemblée nationale après consultation du bureau de l'Assemblée nationale. 3 membres devaient être par le Sénat après consultation du bureau national. Comment dirais-je, les sénateurs du SDF du bureau du Sénat n'ont jamais entendu parler de cette affaire. Les députés du SDF du bureau de l'Assemblée nationale n'ont jamais entendu parler de cette affaire. Ça veut dire que le président de la République s'est arrogé le pouvoir, n'est-ce pas, de désigner tous les membres du Conseil constitutionnel en violation de la Constitution. Alors, cela étant, je pense que le MRC était en droit de recuser ces gens-là, encore que ils ne sont pas allés très loin. Ils ont juste constaté qu'ils étaient des militants du RDPC. Et d'ailleurs, le RDPC s'est précipité à aller enlever le nom de ces gens dans leur site dans la précipitation, parce qu'ils étaient pris comme des voleurs, qu'on a pris la main dans le sac. Donc, on ne discute pas de cela. C'était une cour constitutionnelle préparée pour une mission, et c'était la Cour constitutionnelle du RDPC et non la Cour constitutionnelle du Cameroun. Je crois que cela est clair et que le président de la République, n'est-ce pas, a violé la Constitution, n'est-ce pas, pour la mettre en place, étant entendu que ces gens n'auraient pas dû être en place si toute chose était égale par ailleurs. Maître Tegem, c'est vrai qu'on pense beaucoup ici que la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel était otage du RDPC? Serge Alain, j'ai noté avec intérêt et même avec surprise que mon confrère dit que M. Maurice Kamto est un élève. Il compare un agrégé de droit public
et de sciences politiques, un jeune élève qui vient dire à ses parents. C'était un symbole. C'était un agrégé. Attention. Oui. C'était une image. C'était une image, maintenant. Non, on ne fait pas l'image avec un agrégé de droit public et sciences politiques. Moi, je sais ce que c'est être agrégé. Ça veut dire qu'il entre dans le cercle très restreint, je dis bien très restreint, du monde du savoir. Ses erreurs sont des opinions. Je l'ai appris du professeur Bekolo, alors qu'il recevait certains professeurs agrégés ici à l'université de Douala. Il dit, monsieur, vous entrez désormais dans le cercle très restreint du monde du savoir. Désormais, vos erreurs seront des opinions. Je l'ai noté, qu'il soit bien noté aussi, qu'on vous indique, que le MRC indique que le professeur Maurice Kamto est un élève qui peut se tromper comme un élève qui dit à son parent. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est que lorsqu'on considère qu'un professeur agrégé s'est trompé, on ne met pas en cause la vérité institutionnelle. Dans un État démocratique et républicain comme le nôtre, la vérité institutionnelle. Le Conseil constitutionnel, dont j'ai entendu tout à l'heure M. Kouni donner des arguments en disant qu'il était compétent pour examiner le décret, les nommants. M. Kouni, un décret du président de la République n'est pas justiciable du Conseil constitutionnel. Je parle sous le contrôle de mon confrère. Le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour juger un décret du président de la République. C'est un acte administratif, il y a la juridiction instituée. C'est la loi, c'est la République, ce sont les règles. Mon confrère le sait, il vous le dira. Dessus, s'agissant du Conseil constitutionnel de la désignation de ses membres, effectivement, vous avez raison, c'est le président de l'Assemblée nationale, le président après consultation du bureau. Mais le même texte dit comment ces personnes sont déchargées. Les autorités qui les désignent, lorsqu'elles constatent qu'il y a une irrégularité ou qu'elles sont en position d'incompatibilité, ce sont ces autorités qui procèdent à leur remplacement. C'est dans la Constitution. Et enfin, je voudrais indiquer sur le Conseil constitutionnel, parce qu'on en parle un peu trop, et puis je suis quand même surpris que ce soit mon confrère, qui, je l'entends très souvent, mais je suis vraiment surpris. Le MRC doit comprendre une chose. Je n'ai pas envie de mener des affaires intérieures du MRC, mais le Conseil constitutionnel dont il s'agit, M. Atangana Clément, magistrat en 68, je sais pas où vous étiez. C'est 50 ans de magistrature. Il faut respecter 50 ans de magistrature. Cher Alain, si tu présentes cette émission 50 ans, un jeune vient s'asseoir ici, je pense qu'il ne va pas te parler n'importe comment. Le Conseil constitutionnel, M. Jean Fouman, 1961, ça fait 57 ans de magistrature. Quand vous prenez le professeur Joseph-Marie Bipounoum, c'est un doyen honoraire de l'ancienne faculté de droit et sciences économiques de l'université de Yaoundé. À ce titre, il mérite du respect. Quand vous prenez, je prends la composition du Conseil constitutionnel. Quand vous prenez Mme Harry Florence, 1972, magistrat. Je ne veux pas continuer, parce que si je continue, vous allez constater que les personnalités qui ont été désignées dans ce conseil méritent un minimum de respect. Et je poursuis en disant, M. Jean Fouman était le meilleur élève. Je le dis encore. Et allez au collège Vogt, vous renseignez, jusqu'en 1996, que son record était égalé avec 1895 du moins. Les références sont là, c'est au collège Vogt de Yaoundé. Lorsqu'on parle donc d'un conseil ainsi composé, et que la loi, la Constitution dit que le président de la République, ou alors les autorités qui les désignent, choisissent parmi les personnes qui ont par leur service, contribuer à une amélioration, soit de la qualité de la justice, soit de la qualité, ou alors si vous voulez, de la République telle qu'elle fonctionne. Le Conseil constitutionnel, dans sa dernière décision, qui était relative à l'élection présidentielle, a rendu une décision qui n'est pas critiquable, l'article 50 de la Constitution. Si vous n'êtes pas content, vous faites ce que vous voulez, mais la décision n'est pas critiquable. Quand on est républicain, on la respecte, parce que c'est la loi, parce que ce sont les règles. Et dans une république comme la nôtre, la vérité n'est pas au quartier, la vérité est institutionnelle. Il faut que ce soit su et répété. Et je souhaite que mon confrère aussi le dise, parce que lui et moi, nous travaillons, et il ne peut pas me dire qu'il a un dossier sur sa table, et il conseille au client, comme il t'a cassé le pied, va lui casser la jambe. Il saisit l'autorité instituée qui rend une décision, qui respecte, et elle est critiquable, mais pas les voies de droit, et non sur les plateaux de télévision. Voilà ce que je voulais dire pour commencer ces gens. Ok, bon, on va terminer avec, on est passé dessus, on va continuer avec ces 12 heures de plaidoirie. Dites-moi, maître Diéou, pour qu'une partie du scrutin soit annulée, vous demandiez une annulation partielle. Tout à fait.
Mais évidemment, les 12 heures de plaidoirie n'ont pas suffi, manifestement, pour que... Vous en demandiez davantage? Bien entendu, rappelez-vous que l'audience... Mais je crois que Clément Atangana et les autres ne vous ont pas interrompu. Ils ne nous ont pas interrompus, oui, mais ils n'ont pas accédé aux demandes qui tendaient à établir la vérité des urnes. Et je me dois, vous me pardonnez, allez-y, maître. je me dois quand même de rappeler 2-3 choses. J'ai entendu mon confrère le dire avec beaucoup de calme et beaucoup d'éloquence. Un certain nombre de choses qui méritent quand même des précisions. Ce qui est en cause ici, et le professeur Kamto l'a dit devant le Conseil constitutionnel lui-même, quand il s'adressait aux sages, quand il contemplait le lustre du Conseil constitutionnel, il a dit la question de la compétence intrinsèque des membres du Conseil constitutionnel n'est pas en cause. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de parler on ne parle pas de l'incompétence des membres du Conseil constitutionnel. Vous savez qu'il y a une façon de faire au RDPC. C'est que lorsqu'on vous montre la lune, les gens du RDPC s'arc-boutent sur votre doigt et ils vous font 10 heures de dissertation sur la forme de votre doigt. C'est exactement ce que le Conseil constitutionnel a fait. Et je suis navré d'apprendre que mon confrère est allé dans le même sens. Parce que lorsqu'on vous dit, vous êtes en situation de suspicion légitime quant à votre impartialité, nous vous demandons de vous récuser. Et le Conseil constitutionnel va vous répondre en disant, non, c'est celui qui m'a nommé qui peut me remplacer. Vous voyez tout de suite le hors-sujet volontaire. Personne n'a demandé à remplacer les membres du Conseil constitutionnel. Non, on a demandé à ces conseillers de se décharger. Je vais encore prendre une image en espérant que cette fois-ci, l'opinion, à commencer par celle de mon confrère, ne va pas s'arrêter sur l'image du jeune garçon. Parce qu'il n'a jamais été question de faire du professeur Kamto, oh Dieu sait combien il est éminent, de faire du professeur Kamto cet élève. C'était une image. Tant pis si on ne s'arrête que sur l'image. Mais je vais continuer en utilisant une autre image pour qu'on comprenne bien ce que j'ai dit. Prenez un cas de divorce. Vous décidez de divorcer de votre épouse. Vous saisissez le tribunal, je vais dire de première instance de Douala Bonanjo. Et vous vous rendez compte que l'affaire va être jugée par un magistrat qui se trouve être parenté à votre épouse contre laquelle vous demandez le divorce. Qu'est-ce que vous faites? Vous estimerez légitimement que ce magistrat, non pas qu'il est incompétent, non pas qu'il n'a pas été bien formé, non pas qu'on doit le révoquer de la magistrature, mais ce magistrat-là précisément doit se décharger de cette affaire en particulier. Il peut juger d'autres affaires, il va juger d'autres affaires, mais cette affaire en particulier, il ne doit pas la juger parce qu'il y a un risque de partialité en raison des apparences, des apparentements que nous avons tout à l'heure. C'est pour ça que nous n'avons pas demandé la révocation des membres du Conseil constitutionnel. On leur a demandé, au vu de la suspicion légitime qui pèse sur eux, de se récuser. Et comme le Conseil a la compétence de sa propre compétence, c'était au Conseil, une fois ses membres récusés, de nous dire qui, à leur place, connaîtra du dit contentieux. Vous comprenez? Il ne s'agit donc pas de demander la révocation des magistrats. Les jurisprudences, les textes de loi ont été largement produits devant le Conseil constitutionnel par d'éminents avocats, eux aussi. Parce qu'il n'y avait pas de l'éminence seulement chez les magistrats, au dit de mon confrère. Il y avait de l'éminence aussi dans le camp des avocats. Et d'ailleurs, pas seulement ceux du MRC, même ceux du SDF. Je ne le dis pas parce que M. Kounier est sur ce plateau. On a vu le bâtonnier Yondo Black. Bâtonnier Yondo Black. D'ailleurs, quand je prononce ce nom, c'est avec beaucoup de frémissement parce que l'immense respect que j'ai pour lui ne m'autorise pas à parler de lui trop avec banalité. On a vu le bâtonnier Akeremona. On a vu Maître Claude Assia. Bref, on a vu les grands noms du barreau du Cameroun intervenir devant ce conseil pour plaider ce point sensible qui était la récusation. Maintenant, j'en viens à votre question. Les 12 heures de plaidoirie n'auront eu aucun effet, manifestement, simplement parce que le Conseil constitutionnel avait refusé d'appliquer la loi. Et là, je fais un clin d'œil à mon confrère. C'est la même loi qu'on veut nous faire, qu'on veut nous brandir ici comme un trophée,
qui dispose que le Conseil constitutionnel peut demander qu'on lui produise les fiches d'émargement. Tenez donc, c'est quoi les fiches d'émargement? Qu'est-ce qu'a demandé Maître Alain Swap? Maître Sylvain Swap, oui, Sylvain à Swap, la fin de la plaidoirie du premier jour, a demandé, d'ailleurs c'est sur cette demande-là que l'audience a été suspendue. Et donc quand on reprend l'audience le lendemain, par un tour de pirouette, le très respecté président du Conseil constitutionnel estime que cette question avait été évacuée la veille et qu'il n'est pas nécessaire de même simplement statuer sur le bien fondé ou pas d'une demande tendant à faire produire les fiches d'émargement. Qu'est-ce qu'on voulait donc cacher? Vous avez observé comme moi que lorsque Maître Ndoki plaidait l'irrégularité des 32 PV, vous avez entendu ce que le président du Conseil constitutionnel lui a posé comme question? Mais où est-ce que vous avez pu avoir ces preuves? Et où est-ce que vous avez pu avoir ces PV? Voilà une question que le président du Conseil... Qu'est-ce qu'il a dit, Alain Foguet? Il a dit qu'il a pu obtenir ces PV à la suite des travaux de la Commission nationale de recensement. Mais moi, ce que je veux faire observer, ce n'est pas la réponse, c'est la question. Oui. On a le sentiment que le président de la juridiction constitutionnelle s'étonne et surpris de ce qu'une partie au procès puisse avoir des PV. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on est conscient, on s'est organisé pour que les parties ne puissent pas se plaindre. Et d'ailleurs, c'est contre ça que la déclaration du 8 octobre était pertinente, mon cher Achille Asako. L'objectif de la déclaration du 8 octobre, du point de vue politique, visait à braquer les caméras sur le processus qui est conçu pour se dérouler dans un tunnel noir une fois qu'on est sorti des urnes. Il n'est pas normal qu'on impartisse 72 heures aux candidats pour déposer leur recours, alors même que plus de 72 heures plus tard, les différentes commissions travaillent encore sur la compilation des résultats qui vont être entérinés finalement. Oui, merci. Achille Asako, Maître Ndoki, on l'a vu, elle a produit un certain nombre d'éléments qui faisaient preuve de ce qu'il y a eu tripatouillage. Mais devant ce conseil, tout ça a été balayé du revers de la main. Il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre. C'est la raison pour laquelle nous, dans le PURS, on n'est pas allé au contentieux. Oui. Je vous l'avais déjà dit ici, et c'est là où je rejoins Maître Ndjeou, c'est que le processus en lui-même a été vicié depuis la base. Et si on avait observé avec la plus grande minutie tous les paramètres de ce processus, on se serait rendu compte, à partir du moment où on avait clos les votes, qu'il y avait quelque chose une machination qui avait été ourdie et qui allait se dérouler tel que cela avait été préparé. Donc, nous avons regardé de façon un peu, je vais dire, mi-amusée, ce qui se passait au Conseil constitutionnel, mais nous avons apprécié le fait que les avocats, de tous bords qu'ils soient, ont amené le débat sur autre chose que le contentieux électoral. On s'est rendu compte qu'il y avait des questions, on va le dire, très importantes, qui étaient en suspens dans l'imagerie populaire camerounaise et qu'il fallait évacuer. Oui. On est allé sur des terrains tels que la sécurité, on est allé sur des terrains tels que la liberté d'expression, on a tout passé en revue et sincèrement on s'est dit, voilà, c'est peut-être une conférence nationale bis, celle qu'on n'a jamais eue, cette opportunité-là, grâce aux caméras de télévision, de pouvoir s'exprimer et dire des choses aux Camerounais, de façon à ce que les uns et les autres puissent savoir ce qui se passe dans leur pays. On est sorti directement du cadre de cette élection pour se retrouver dans un champ qui n'avait rien à voir avec l'élection en elle-même. Mais cette élection, en ce qui concerne le contentieux, je vous le dis, nous avons décidé de ne pas y aller parce que la charge de la preuve, quand avec nos juristes, on s'est rendu compte qu'on avait été piégé. Comment vous faites pour avoir, en dehors de quelques PV qui ont pu par exemple parvenir au MRC, aux représentants du MRC, comment vous faites pour avoir les PV des bureaux de vote dans lesquels vos représentants ont été exclus? Vous ne pouvez pas.
Vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que même dans les démembrements de l'ECAM, dans les commissions départementales, vous avez des représentants qui sont exclus et qui n'ont pas signé les PV. Donc, vous n'avez aucun argument pour aller vous pourvoir devant le Conseil constitutionnel et lui dire voilà ce qui s'est passé dans le département de la Vina, de la KDI, de la Bumba et Ngoko. Donc, ça ne sert à rien, sachant que vous n'avez aucun argument d'aller devant ces illustres personnes, si ce n'est d'amener le débat dans un champ autre que celui de l'élection présidentielle. Voilà, Maître Tegem, il y a Achille Sako parlait de ce débordement-là. On a vu à un moment le contentieux virer à la conférence nationale. Il y a une image, beaucoup ont vu. Le rapport, les rapports tendus. Je te l'ai déjà dit et je ne le dirai jamais assez, je ne commente pas les procédures pendantes devant la juridiction et je ne commente pas devant un organe de presse les décisions rendues par le Conseil constitutionnel. Non, on ne commente pas la décision. Les décisions je parle de cette passe d'armes, il faut l'appeler ainsi, entre le président de la sous-commission juridique du RDPC, Grégoire Rona, secrétaire général adjoint du comité central, et Maurice Kamto du MRC. Vous m'amenez à parler de ce qui se passe dans une salle d'audience. Moi, je vous dis, c'est proscrit. Je ne le ferai pas. Je suis avocat et il y a des choses que je ne peux pas faire. Et je vous dis, par ailleurs, que les décisions de justice sont critiquables, mais pas des voies de droit. En ce qui concerne le Conseil constitutionnel, l'article 50 de la Constitution, de notre Constitution, c'est la règle suprême, opposable à nous tous, y compris à mon confrère, même s'il n'est pas content. L'article 50 dit les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à toutes les autorités, y compris les personnes privées, c'est-à-dire même lui. Il n'a pas le choix. Ce sont des règles constitutionnelles et vivant au Cameroun, étant Camerounais, il les accepte. J'ai entendu le confrère, ou alors mon confrère tout à l'heure, évoquer un dossier de divorce, mais je lui réponds par l'adage qu'il connaît mieux que moi, spécial général Bus de Logan. Monsieur, cher confrère, devant le Conseil constitutionnel, ces règles sont inopérantes. La procédure est réglée par la Constitution de la République et par les textes portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel. Lorsqu'une autorité ou une personne désignée au Conseil constitutionnel se trouve dans une situation d'incompatibilité ou dans une situation de copinage que vous avez évoqué tout à l'heure, l'autorité qui la désigne procède à son remplacement spécial généralibus dérogant. Le droit spécial déroge au droit général. Vous le savez mieux que moi. Et le professeur Kamto, c'est encore lui qui professe dans les universités tous les jours ces principes qu'il connaît, qui existent en droit interne comme en droit international. On ne va pas venir sur un plateau de télévision remettre en cause des principes qu'on nous a enseignés à vous comme à moi. Surtout que pour nous, à RDPC, nous ne sommes plus à l'élection présidentielle. Nous avons déjà commencé à mettre en place la République des grandes opportunités. Opportunités données aux femmes à travers 2 femmes à Cap-Tel. Opportunité donnée à 289 jeunes qui sont libérés pour réintégrer la République. Opportunité donnée à des personnes qui sont en groupe de venir au CDDR. Opportunité donnée à un jeune de 32 ans de gérer les NAM. Nous sommes dans un cadre de grandes opportunités. La CAN, je vous ai déjà dit, Serge Alain, c'est un événement malheureux, mais dont le premier responsable, c'est le comité exécutif de la CAF, qui n'a pas respecté ses propres statuts. Vous ne pouvez pas tous les jours nous reprocher au Cameroun de respecter la Constitution à travers le Conseil constitutionnel. Mais c'est le comité exécutif qui a commencé par ne pas nous donner le droit qui devait nous être informé. On ne peut pas. Emmanuel Kouye, le SDF est allé justement là-bas pour demander l'annulation totale. Oui. Parce que 2 des régions n'avaient pas pris part de manière effective. Et le drame, c'est que la Cour constitutionnelle a semblé ne pas en tenir compte. Oui. Ne pas en tenir compte. Et Clément Tangana a demandé à Maître Moustapha Ngwana comment il mesurait le fait. S'il était capable pour M. Clément d'organiser l'élection. Il suffisait qu'une seule personne vote dans la région du Nord et Sud-Ouest. Oui, justement. Ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas eu élection dans le Nord et Sud-Ouest. Ils ont déclaré que 5% de personnes avaient voté dans ces régions, mais je trouve qu'il n'y a pas eu plus de 1%. Et les 1% étaient des militaires qui étaient déployés là-bas. Le chairman Midjon Founi n'a pas pu voter. Le bâtonnier Sama n'a pas pu voter. Pour les gens qu'on peut connaître, qu'on peut identifier, qu'on peut constater que c'est des personnalités qui doivent, n'est-ce pas, qui doivent pouvoir, n'est-ce pas, exercer le devoir. Donc, il n'était pas possible de voter dans ces 2 régions. Cela est su. Bon, maintenant, quand vous avez parlé de conférence nationale tout à l'heure, c'était tout à fait normal. Oui. Quand on est donc dans une situation comme ça, avec des gens qui préméditent
un hold-up, un coup, comme ce qui a été fait, parce que ce qui s'est passé à Cour suprême, Cour constitutionnelle, c'était un coup prémédité. Et qui utilisent le pouvoir qu'ils ont et la ruse pour essayer de prendre le peuple en otage en disant la loi dit ceci, on ne peut pas faire ceci, la décision du Conseil constitutionnel est inattaquable, etc. D'accord. Mais l'ennui, c'est que quand vous créez des frustrations de ce genre, vous ne pouvez pas imaginer la suite. Parce que nous sommes dans un pays où des gens ont pris des armes. Pourquoi ont-ils pris des armes? Parce qu'ils sont coincés dans un angle, ils n'ont pas de voie de recours, ils ne peuvent pas s'exprimer, ils sont brutalisés moralement, psychiquement, etc. Et puis, ne pouvant pas faire autrement, ils sont retrouvés dans cette posture-là. Donc, il faudrait éviter de pousser le peuple à bout, parce que ce qui s'est passé au cours de ces élections, c'est vraiment quelque chose d'inédit et d'inadmissible. C'est ça qui justifie le faible score du SDF? Le SDF... Parce que votre base, notre base n'a pas voté. Vos différents bastions ont été décapités. Il y avait peut-être 1 million d'inscrits dans notre base. C'est dans cette zone que nous avons, n'est-ce pas, nos sénateurs. Nous avons la majorité de nos députés dans cette zone. Ça veut dire que c'est notre base. Et ils ont tout fait pour qu'on ne vote pas là-bas. Mais pourquoi avoir accepté déjà d'aller... Nous avons accepté parce que nous avons un précédent. En 92, on a organisé les élections législatives. Nous avons estimé que les conditions n'étaient pas réunies pour aller aux élections législatives. Et le SDF s'est abstenu. On est allé aux élections législatives. Mais en 92, il n'y avait pas de conflit armé. Attendez, l'opposition, non, on sortait de la conférence nationale. Il y avait un certain nombre de... La tripartite. De la tripartite. Il y avait un certain nombre d'institutions qu'il fallait mettre en œuvre avant d'aller aux élections. M. Biya a préféré dire que ceux qui allaient aux élections devaient toucher 500 millions. Ça veut dire qu'il a chuté les gens pour aller aux élections. Nous, on a dit on ne joue pas à ces jeux. On a refusé d'aller aux élections. Mais à la fin des élections, l'opposition a gagné les élections. Et ceux qui ont gagné les élections sont allés remettre leur voix à M. Biya, mais tout le peuple entier a continué à dire que c'est le SDF qui a empêché, n'est-ce pas, qu'il y ait l'alternance. Donc, nous avons décidé au SDF, on a pris une décision, nous irons aux élections, quelles que soient les conditions, du moins pour exister. Pour exister, pour ne pas être c'est-à-dire pour ne pas être à l'écart. Donc, nous ne sommes pas allés à ces élections parce que nous pensions qu'on devait gagner. Nous avions constaté que le hold-up était préparé, prémédité. Même le MRC, qui se plaint fortement, fait ses classes. Nous avons déjà fait ces classes-là de 92 à aujourd'hui. Nous avons subi ce qu'ils sont en train de commencer à subir. Et je vous assure que quand on a subi ce que nous avons subi, on comprend que ce régime ne peut jamais organiser des élections transparentes. Vous voyez le président de la République qui nomme des gens de l'ECAM, c'est-à-dire que le conseil électoral est désigné par une même personne. Et quand vous regardez ces gens, c'est des fonctionnaires. C'est des gens qu'il a recrutés, qu'il paye, qu'il nomme et qui sont aux ordres. Le Conseil constitutionnel, pareil. On nous a cité les éminences tout à l'heure. Mais toutes ces éminences sont des agents de M. Biya qu'il a recrutés, qu'il paye depuis je ne sais pas combien d'années et qui suit leur carrière. Alors vous attendez que ces gens-là puissent se prononcer sur quoi? Et je voudrais vous dire, on ne vous avait pas la CAN tout à l'heure. Nous sortons d'une CAN où tout le monde est unanime qu'il y a eu des détournements massifs. Nous savons que si on demande, n'est-ce pas, à la justice de se saisir de ce problème, on n'aura pas grand-chose. On n'aura pas de résultat. C'est pour ça que nous avons demandé qu'une commission d'enquête parlementaire soit mise en place, parce qu'on suppose que dans une commission d'enquête parlementaire, il y aura au moins les députés de l'opposition et qu'on peut faire jaillir quelques vérités, parce qu'on ne peut pas faire confiance à cette justice qui est aux ordres, qui travaille pour M. Biya, qui est au service, qui est constitué des agents de M. Paul Biya. Oui, je voulais dire à l'intention de Maître Tegen que je vais redire ce que j'avais déjà dit sur ce plateau au sortir de cette élection. Ce qui s'est passé devant le Conseil constitutionnel, c'était le procès de l'hypercentralisation du pouvoir entre les mains d'une personne et du parti-État. Voilà les deux choses qui ont mené le Cameroun dans l'abîme dans lequel il se trouve aujourd'hui. Et il faut être particulièrement de mauvaise foi pour ne pas le reconnaître. Ça, on a beau tourner cette question dans tous les sens. Ce qui pose problème quand le MRC se plaint, les membres du Conseil constitutionnel, c'est parce qu'ils ont des accointances supposées ou réelles avec le parti-État qu'est le RDPC. Oui. Ça, il faut le dire. C'est parce qu'il y a une personne qui décide de tout à tous les niveaux, et cette personne s'appelle le président de la République. C'est lui qui concentre l'essentiel des pouvoirs et a à son service un parti qui a inféodé toutes les strates de l'administration, de la vie publique, même de la vie religieuse. Oui, il faut le dire,
jusque dans les chaufferies, dans vos villages. Il n'y a qu'à voir le nombre d'affiches qui étaient accolées sur les cases des uns et des autres quand vous alliez dans vos villages. Le nombre de chefs impliqués dans Le nombre de chefs impliqués dans cette histoire. Donc, je dis, c'est bien beau qu'à chaque fois, on nous... La loi dit ceci, il faut appliquer la loi, mais il y a aussi, je crois, ce qu'on appelle l'esprit des lois. Et quand ces lois ont été édictées avec un but, celui de maintenir le pouvoir dans un camp, à un moment, effectivement, il y a des tensions parce que ces personnes en face ont l'intention de briser la chape de plomb qui empêche qu'elles aussi puissent jouir de ce pouvoir-là. Justement, Maître Diou, Achille Assako parlait tout à l'heure des accointances entre le RDPC... Supposé ou réel. Oui, voilà. Mais justement, le SDF, par la voix de son candidat, Joshua Namangui aussi, a parlé de cette espèce de coalition. RDPC, Minat et l'ECAM. Mais vous... à vous entendre, lors de ces sorties-là, c'était beaucoup plus contre le RDPC que vous aviez à lancer des flèches. Vous savez que... Et on a vu Grégoire Rona, Maurice Kamto. Toute musique n'est mise en œuvre que parce qu'il y a un chef d'orchestre. Oui. Le chef d'orchestre de la coalition Minat et l'ECAM, Conseil constitutionnel, c'est le RDPC. Oui. Bien sûr. Ah, vous mettez le Conseil constitutionnel là-dedans. Bien sûr. Oui. C'est même un truisme. Pardonnez-moi, mais c'est évident. Vous avez un processus qui... D'ailleurs, peut-être que... Je crois qu'on a souvent... On a toujours des problèmes avec les images sur ce plateau. Mais il y a une image qui est assez frappante. Lors de ce contentieux, on a vu le représentant de l'armée camerounaise cité comme témoin. Il était le témoin de qui? Il était le témoin du RDPC. C'est une trinité. Il était le témoin du RDPC. C'est-à-dire que vous mettez l'armée aussi dedans. Puisqu'il a été témoin de qui alors? Il a été le témoin. Qui l'a invité au Conseil constitutionnel? C'était lors du tour de parole du RDPC. Pareil pour le représentant du Minat. Alors que l'ECAM aurait pu, même simplement pour respecter la forme des choses, être celui-là qui invite ses collègues de l'administration territoriale et de l'armée pour nous expliquer qu'il y avait des problèmes, qu'on a pris des mesures pour la sécurité. Mais l'ECAM n'a pas cru devoir nous expliquer ça. C'est le RDPC qui a cru devoir venir à sa rescousse. Ça s'est vu devant le Conseil constitutionnel. Alors, dites-moi, est-ce que l'armée camerounaise travaille pour le RDPC ou bien pour le Cameroun? Le procès devant le Conseil constitutionnel nous a donné la réponse. Nous avons vu 2 militaires qui n'avaient pas leur carte d'identité témoigner alors qu'ils étaient invités à le faire par le RDPC. Donc l'image est assez parlante, elle parle d'elle-même. Nous avons une coalition, chef d'orchestre de cette coalition, l'ECAM, qui vous dit qu'elle est un organe indépendant, impartial, mais vous dit si vous n'avez pas la preuve de la fraude, moi je n'ai pas l'obligation de vous garantir un scrutin transparent et équitable. Question, pourquoi nous prend-on nos impôts pour financer un organe qui n'a pas l'obligation d'être impartial? Savez-vous que l'obligation d'impartialité pèse sur l'organe chargé d'organiser les élections et non pas sur les candidats? Deuxième chose, le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection. C'est la Constitution qui le dit, mon cher confrère. Alors, ça veut dire quoi? Si les partis s'entendent pour frauder, est-ce que ça s'impose au Conseil constitutionnel? La réponse c'est non, puisque le rôle du Conseil constitutionnel, c'est de veiller à la régularité, même si les partis ne le veulent pas. Okay. Quand le Conseil décide d'entériner une fraude préfabriquée par l'ECAM et ses alliés, vous voyez bien qu'elle n'est pas dans son rôle. Et je finis en disant que si l'article 50 dispose comme il dispose, et comme l'a rappelé mon confrère, c'est bien que ce soit l'article 50, parce qu'avant l'article 50, il y a l'article 45. Et l'article 45 pose des exceptions à l'inopposabilité des recours vis-à-vis des décisions du Conseil constitutionnel et des dispositions constitutionnelles en général, puisque cet article 45 dispose simplement que les traités et accords internationaux légalement signés et ratifiés par le Cameroun ont une valeur supérieure aux lois nationales. Vous ne pouvez pas lire la Constitution et aller y trouver seulement l'article 50.
lisez toute la Constitution. De la même manière, on ne peut pas lire le code électoral et lire seulement l'article qui dispose que le Conseil constitutionnel proclame les résultats du scrutin, sans lire l'article 113 qui dispose que le résultat acquis, dans les bureaux de vote, acquis. Donc quand un résultat est acquis, ça veut dire qu'il est rendu public. C'est celui-là qui est le résultat. Ok. Voilà. Merci. Je reviens à vous, cher monsieur. Après, Cédric Noufelet, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Voilà, le 20h, c'est dans un instant. Cédric, qu'est-ce que nous avons au menu du 20h ce soir? Ce soir, nous prendrons les nouvelles de la République démocratique du Congo. Vous savez, nous sommes à quelques jours d'une élection présidentielle très attendue dans la sous-région des Grands Lacs, mais aussi au sein de la communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEAC, à laquelle appartient également le Cameroun, alors que la CENI est en train de présenter le matériel électoral aux différents observateurs internationaux venus pour surveiller le déroulement de ce scrutin crucial. Il y a un sommet qui s'est tenu à Brazzaville au Congo en l'absence du président Kabila qui concerne la situation socio-politique très tendue en République démocratique du Congo. Nous en parlerons dans le journal de 20h avec notre envoyé spécial Eric Martial Ndjomo du côté de Kinshasa. Et au Cameroun, la nouvelle qui retient l'attention ce soir, c'est le bilan sur l'opération de comptage physique des agents de l'État. Tenez-vous bien, ils sont près de 20 000 qui ne se sont pas fait recenser jusqu'à ce jour et près de 3 400 agents fantômes ont été identifiés au terme de cette opération et ils ont coûté durant de nombreuses années près de 4 milliards par an au trésor public. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Merci madame, monsieur. Dans un instant, le journal de Cédric Noufelet. Quant à moi, je vous retrouve tout de suite après pour Equinox Soir. Temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 experts. Madame, monsieur, tout de suite, la pause de journal. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons... Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie d'Emmanuel Kounié, Maître Roland Diéou, Achille Sako et Maître Georges Tegem. Maître Georges Tegem, dites-moi, on a vu le ministre de l'administration territoriale aller rassurer les populations de Bangourène, parce que de ce côté-là, on a comme l'impression que la crise est en train de vouloir se déporter côté de cette région la région de l'Ouest, et on a vu les populations se préparer. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter? Un embrasement? Je ne sais pas s'il s'agit encore d'une crise. Pardon, je pense qu'il s'agit d'un acte de banditisme, oui. Des grands bandits qui sèment la terreur, parce qu'en réalité, la crise était relative à la zone anglophone. Oui. Lorsqu'elle s'étend déjà à Bangourène, qui est complètement en zone francophone, il y a lieu de se poser des questions. Moi, pour ma part, je suis convaincu que désormais, on est dans une affaire de grands bandits et qui veulent s'aimer la terreur, s'aimer la peur et effrayer, apeurer les populations pour s'enrichir de manière illicite. Heureusement, monsieur le ministre de l'administration territoriale a rappelé le discours du chef de l'État. Ils trouveront sur leur passage la rigueur de la loi et ils feront face aux forces de sécurité. Nous souhaitons, en tout cas pour ce qui nous concerne, puisque c'est de nous qu'il s'agit, notre position, celle de ma famille politique, qui est celle de monsieur le président de la République, c'est nous avons lancé un appel au dépôt des armes. Ça, c'est un premier appel. Nous avons mis en place des structures pour les dépôts des armes. C'est le CNDDR. Et nous avons dit qu'au cas où les gens ne souhaitent pas, qu'ils continuent à s'aimer la peur, ils trouveront la rigueur de la loi des forces de sécurité. Nous appuyons cette position du gouvernement qui est celle qui est raisonnable, qui est celle qui permet à la République de continuer à être debout, parce que la République ne doit pas céder à la peur, ne doit pas céder au banditisme des brigands. Emmanuel Kounié, on a vu les populations de Bangourène déjà armées, on va le dire comme ça, de fusils de chasse. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter? Mais il y a lieu de s'inquiéter grandement. Au moment où on nous parle de désarmement, que les gens soient en train de porter des armes, des gens qui n'avaient pas des armes avant, il y a lieu de s'interroger dans quelle direction. C'est pas de la légitime défense?
quel que soit le cas, il n'est pas question que les gens portent des armes. Les gens portant des armes, c'est assez inquiétant. Vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer si des gens, n'est-ce pas, en armes se trouvent face à face et qu'il y a affrontement. Donc moi, je crois qu'il y a un gros problème dans notre pays, c'est que nous avons dit pendant la campagne électorale que le problème de l'insécurité au Cameroun était très sérieux. Et dès lors que c'est lié à la crise anglophone, il faudrait se questionner, n'est-ce pas, comment est-ce qu'on résout la crise anglophone. On a demandé, le chef de l'État a dit que les gens devaient déposer les armes, mais nous avons dit que la création d'un DDR ne peut pas se faire pendant la guerre. Nous l'avons vu au Mali. Au Mali, on a créé un DDR pendant la guerre. Dès lors qu'on a tué un rebelle, ceux que les autres, les factions armées auxquelles ce rebelle appartenait, sont sortis du DDR. Nous l'avons vu en Centrafrique, le DDR, dès que on a arrêté un chef de guerre en France pour amener à la CPI, ceux qui se réclamaient de cette personne ont quitté le DDR. Donc le DDR se fait après la guerre. Nous avons dit qu'il faudrait qu'il y ait d'abord l'amnistie générale, parce qu'il y a des gens qui doivent pouvoir, n'est-ce pas, s'asseoir pour parler. Ces gens sont les réfugiés. Ces gens sont, comment dirais-je, ces gens sont ceux qui sont déplacés. Il y a plein de personnes qui doivent pouvoir, n'est-ce pas, dans le cadre d'une amnistie générale et d'une libération de ceux qui ont été arrêtés dans le cadre de cette crise, revenir, que le calme revienne et qu'on puisse, n'est-ce pas, désarmer les gens dans le calme et passer au DDR. On ne peut pas parler de DDR pendant qu'il y a l'escalade. Il n'y a pas de DDR possible, imaginable. Donc tout ce qu'on est en train de faire, nous nous interrogeons. Peut-être que ceux qui nous gouvernent ont la potion magique pour pouvoir désarmer les gens pendant que tout le monde est en train de tirer, mais nous pensons que c'est après la guerre qu'on arrive au DDR. Et puis nous avons pensé qu'il fallait d'abord qu'il y ait un mécanisme de désescalade qui amène les gens à baisser la garde, à déposer les armes, que le chef de l'État puisse, n'est-ce pas, donner un signal fort qui prouve qu'il a compris, comme il a dit lors de sa présentation de semaine, qu'il a compris les revendications des uns et des autres. Les gens parlent de frustration. Voilà. Mais aucune mesure. Les gens parlent vous avez vu, pour la décentralisation que eux-mêmes ont proposé, ils ont créé un ministère de la décentralisation. Et nous disons 1000 fois, quand vous créez un ministère de la décentralisation, vous centralisez. Vous ne décentralisez pas. Parce que quand vous créez le ministère de décentralisation, vous mettez une double commune à la tête, une double tutelle à la tête des collectivités. Et en ce moment, la centralisation devient plus forte. Et vous faites le contraire de ce que vous prétendez mettre en place. Donc, tout cela n'est pas compris. Et moi, je crois que le gouvernement est en train de se fourvoyer. Et je ne sais pas comment on va y arriver. Maintenant, voilà notre front qui s'ouvre. Maintenant, on dit c'est des bandits. Peut-être c'est des bandits. Les bandes armées sont généralement des bandits. Mais c'est aussi des terroristes. Comment on va faire? On ne va pas ouvrir 50 fronts. Oui. Il faudrait qu'on fasse tout pour que cette affaire s'arrête. Et nous disons que la solution, c'est d'abord de libérer ceux qu'on a arrêtés dans le cadre de la crise. Parce qu'il y en a parmi eux qui ne sont pas, qu'on ne peut pas considérer comme des terroristes. Mancho BBC ne peut pas être considéré comme un terroriste. On l'a vu marcher en critiquant le gouverneur du Nord-Ouest, en disant que la ville était sale et tout ça. Qu'on dise aujourd'hui que c'est un criminel, c'est un diable, etc. Il doit rester en prison. Mais le faisant, il n'y aura pas de désescalade. Et en ce moment, le DDR, je me demande comment on va le mettre en place. Nous avons proposé le DDR dans le programme de notre candidat, aussi Joshua, le candidat du SDF. Mais le DDR, c'était après la désescalade, pas dans le feu. On ne peut pas demander aux gens, pendant que ça tire partout, de déposer les armes. Ok. Achila Sako, vous avez vu ces images qui nous viennent de Bangourène? Oui. Les femmes et les enfants qui quittent le village, les hommes qui restent en attendant éventuellement. Oui, effectivement. Et j'ai lu avec beaucoup d'attention ce qui se disait sur les réseaux sociaux concernant la communauté, on va dire la communauté Bamoun de ce côté-là, où il y avait des appels, je ne vais pas dire au soulèvement, mais à la riposte et à la résistance, et même le sultan qui était convoqué, qui devait se rendre là-bas, transformant cet événement ou ces événements en problème communautaire ou communautariste. Et ce glissement est tout à fait dangereux, qu'on ait l'impression qu'il y a des bandes armées qui s'en prennent à une communauté. Et j'aimerais aussi dire à notre ami du RDPC que les bandes armées ne prospèrent que quand il y a eu un laisser-aller et que les solutions pacifiques n'ont pas pu être trouvées. On a vu en France comment cela s'est passé avec les fameux gilets jaunes. Aujourd'hui, ce ne serait pas
faire insulte au gouvernement camerounais ou au chef de l'État que de dire qu'il est temps de dialoguer parce qu'il y a trop de violence, il y a trop de personnes qui ont perdu la vie et humblement, tout le monde, toutes les parties prenantes peuvent se retrouver autour d'une table et trouver une solution. La crise anglophone, c'est la crise de la décentralisation, c'est exactement cela. C'est la crise de l'autonomisation des personnes qui veulent pouvoir gérer leur communauté sans en référer tout le temps, comme je le disais, au fameux parti-État ou à la petite clique de personnes qui est assise à Yaoundé et qui centralise toutes les décisions. Donc, il faut se poser les bonnes questions et pouvoir y apporter les bonnes réponses. La bonne question, c'est que faut-il faire pour qu'on en sorte? Ce n'est pas toujours penser à la répression. Je suis un peu amusé quand à chaque fois, sous prétexte de rassurer les populations, le ministre Atanganji, chef de toutes les polices, dit qu'on va leur opposer le feu de la puissance. Oui, mais vous tombez sur des gens qui sont drogués, des gens qui sont sans foi ni loi, qui n'ont plus rien à perdre. Vous leur dites on va vous tuer, ils vous disent on est mort depuis. Que faites-vous? Que faites-vous? C'est-à-dire qu'on peut effectivement dire qu'on ne peut pas discuter avec des terroristes, effectivement, mais est-ce que tout ce monde-là, c'est des terroristes au sens stricto sensu? Peut-on qualifier, et on l'a vu quand on a libéré par exemple Maître Agbobala, qu'il n'avait rien d'un terroriste? Mancho BBC, par exemple, qui réclamait de la propreté et un cadre digne de la ville de Bamenda. Si c'est cela, être terroriste, alors je crois qu'on sera tous un peu terroristes, parce que quand on traverse les ordures pour aller à Douala 5e, il y a des chances qu'on soit très en colère contre le maire de ce côté-là et qu'on commence à se balader avec un cercueil blanc pour dire « Monsieur le maire, peut-être qu'on va vous mettre dans ce cercueil, il faut que vous passiez la propreté dans les environs. » Il faut que le gouvernement et le président de la République prennent les bonnes décisions et c'est le moment. Les élections sont passées. L'élection, pour le dire, la présidentielle est passée. Il est temps aujourd'hui de s'asseoir, de convoquer tout le monde à cette table-là. Et j'en profite, on en avait parlé, vous et moi, Serge Alain, à propos de la conférence anglophone. Et je vous avais dit qu'elle me posait problème. Elle me posait problème parce que c'était une conférence communautaire ou communautariste. Et là où on en est, ce n'est pas une conférence, ce n'est pas un regroupement de quelques personnes par rapport à leur communauté qui peut résoudre ce problème-là. Même s'il s'agit de s'entendre, toutes ces personnes-là savent exactement quel est le problème et elles n'ont pas besoin de se regrouper. Tout ce monde a besoin de s'asseoir, les dirigeants, les mécontents et la société civile. Ok, Maître Diou, Emmanuel Kounié parlait tout à l'heure d'un autre front qui est en train de naître. Un quatrième front, t'inquiète, hein? Moi, je suis inquiet, mais je ne le suis pas seulement depuis que Bangourène a été attaqué, parce qu'il vous souvient que Fongo Tongo aussi fait l'objet des assauts répétés, Il vous souviendra également que dans le Mungu, pas très loin de nous, il y a eu des incursions qui ont défrayé la chronique. Voilà. Donc, moi, je souhaite simplement dire que lorsqu'on refuse d'ouvrir les yeux, on a ce genre d'attitude qu'on observe du point de vue de l'administration du gouvernement camerounais. On se cache toujours derrière les grands mots, la force de la loi, etc., etc. Et je me pose bien la question, où était la force de la loi avant l'attaque? Où était la force de la loi avant que ces bandes armées, s'il faut les appeler ainsi, n'attaquent le village de Bangourène? On est supposé quand même être un pays qui a une police, une gendarmerie. En tout cas, on est censé avoir un gouvernement qui prélève nos impôts pour assurer ce qu'on appelle le pouvoir régalien. Et dans le pouvoir régalien, il y a d'abord la sécurité des personnes et de leurs biens. Comment les gens se déplacent pour partir de Bangourène, un département à un autre, pour Bangourène, attaquer un village, commettre des exactions, etc. Avant qu'on ne vienne nous dire ils rencontreront les forces de l'ordre devant eux. Ces forces de l'ordre étaient où pendant ces 4 heures d'incursion? Il y a un problème à ce... Ils sont en sous-effectif à Bangourène. Et si on est donc en sous-effectif, la question que je me pose, c'est que comment peut-on dépenser plus de 1000 milliards pour organiser une Coupe d'Afrique et ne pas pouvoir avoir en nombre suffisant des personnes pour défendre ou pour protéger les biens et la vie des citoyens camerounais? Ça me pose un problème. Et lorsque je vois les images que vous avez présentées, où je vois des citoyens ordinaires se balader sans gêne avec des armes, au point
Peut-être que c'est des fusils de chasse. Abattre et mettre... Peut-être que c'est des fusils de chasse, mais quand je vois ça circuler par le feu, à peu près sous la bénédiction des autorités, parce que je n'ai pas eu le sentiment que le ministre ait fustigé le fait que ces populations-là détenaient des armes. On va me parler de légitime défense. Je veux bien. Mais même au plus fort de Boko Haram, les comités de vigilance là-bas n'étaient pas armés. Les comités, ils étaient chargés de donner l'information sur les prétendus terroristes aux forces de défense et de sécurité. Là, on observe que on tolère des lances et des flèches. Peut-être, je ne sais pas. Des armes blanches. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais là, j'ai vu des armes à feu. Ce qui est toléré. C'est toléré, c'est grave. Je prends aussi au bon la balle qu'a lancé Achille Assako tout à l'heure pour dire que moi aussi, j'ai observé cette dérive communautariste de cet incident. Et je suis heureux qu'il ait fort à propos touché du doigt ce qui doit être considéré comme une dérive et qu'on ne doit pas accepter. Parce que lorsque Fongo Tongo a été attaqué, les populations de Fongo Tongo n'en ont pas fait un problème communautariste. Lorsque Pendamboko, Mbanga ou Zankablu de Lung a été attaqué, on n'en a pas fait un problème communautariste. Je ne sais pas quels sont les éléments sur la base desquels on peut s'appuyer pour vouloir donner cette impression-là qu'une communauté en particulier est attaquée parce qu'elle est cette communauté-là. Donc il faut éviter d'instrumentaliser les Camerounais et de les opposer les uns aux autres. Je crois qu'on a déjà beaucoup de problèmes de vivre ensemble comme ça pour encore jeter de l'huile sur le feu en faisant passer ce que moi je considère comme une attaque de brigands pour une attaque délibérée contre une communauté. Mais vous avez vu le nombre de cases brûlées là à Bangourène? Je le dis avec tout le monde sur ce plateau, c'est quelque chose de grave, c'est quelque chose de condamnable. Et il faut le dire avec la dernière énergie, le débat n'est pas là. Le débat, c'est qu'une fois qu'on a fini de dire ça, comment on fait? On résout le problème comment? S'il se trouve que cette grave incursion est le fait de terroristes venus du nord-ouest et du sud-ouest, je suis désolé, mais ça veut dire que la solution à ces multiples incursions-là ne peut se trouver que dans une solution globale du problème qui en est à la base. Et justement, Achille Assako l'a dit tout à l'heure, lorsque vous avez muselé les modérés, Félix Kongo Akbobala, Fontema Forte Kaneba, Mancho Bibixi, lorsque vous avez muselé ceux qui portent un discours rationnel, raisonnable, modéré, lorsque vous les avez emprisonnés, et lorsque vous avez donc laissé le champ libre à la fois aux extrémistes et aux incontrôlables, parce que ces bandes armées, nous semble-t-il, sont pour le moins incontrôlables. Vous pensez vraiment résoudre cette crise-là? Ok. Le plus simple, c'est le dialogue inclusif, comme on l'a dit. Oui, merci. On va faire le tour de la dernière question. Je commence avec vous. Je commence avec vous, Maître Tegem, vous permettez. Douala est dans le noir, mais tout est en train d'être fait. On dit 80% déjà. Le problème est résolu à 80%, mais il reste 20%. Pourquoi ça fait tant de bruit? C'est parce que certaines personnes ont passé la fête de Noël dans l'obscurité? Écoutez, un problème d'énergie électrique fait toujours grand bruit. Non, on n'a jamais vu le ministre se déplacer. Oui, mais s'il s'est déplacé, c'est parce que la situation nécessitait son déplacement. Et ça montre que les autorités sont aux écoutes des revendications des populations. Ah, ça fait sourire beaucoup sur ce plateau. Vous savez, je voulais répondre, tu m'as interrompu, mais tu sais, ils ont un avantage, c'est qu'ils gèrent le ministère de la parole. Mais nous gérons le Cameroun. Vous avez l'avantage, c'est de gérer le ministère de la parole. Mais une gestion camerounaise quand même, 36 ans. Vous avez expliqué ça pendant la campagne électorale. Vous du PURS, il y a entre 1 et 2%. Il y a 1% de résultats proclamés par qui vous savez, par qui vous savez. Établie. Vous voyez comment vous êtes, vous de l'opposition. Vous avez parlé. Excusez-moi, vous avez parlé. Non, ils ont parlé, je les ai laissés. Mais c'est que vous ne faites que ça. Vous ne faites que ça, chers confrères. Alors que vous n'arrêtez pas de tirer, moi je me tais, je vous laisse faire. Vous dites que vous avez dit aux élections que bon voilà, ce pays est géré de manière calamiteuse.
Mais vous le dites depuis, on sort d'une élection, vous avez entre 1% de Camerounais. On parle de l'électricité. C'est la gestion du RDPC qui fait en sorte que les Camerounais construisent le danger de ce pays viendra à l'opposition. C'est la gestion du RDPC qui fait en sorte que le danger de ce pays viendra à l'opposition. Parce que l'opposition ne tolère même pas qu'on ait une opinion différente. Vous gérez le ministère de la parole. Vous êtes à 3. Vous avez pris la parole tout à l'heure. Vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. J'ai eu la courtoisie de vous écouter. Justifier cela Monsieur Assako, c'est votre niveau réel. Lequel? Dans l'opinion du Cameroun, c'est 1%. Vous n'avez pas venu faire la leçon. Alors que là où il fallait faire la leçon, vous n'avez pas pu la faire. Donc, vous représentez 1%. Où est-ce que vous étiez en campagne, vous? En tout cas, monsieur, le Conseil constitutionnel a rendu un résultat. Il est public et connu de tout le monde. Vous n'arrêtez pas de m'interrompre alors que vous êtes l'opposition. On parle d'électricité. Expliquez-nous. Monsieur, j'ai expliqué sur l'électricité. Pour qu'on puisse expliquer. Vous n'arrêtez pas de m'interrompre. Mais il faut dire à monsieur Assako que dans un débat public, on laisse chacun parler. Monsieur Assako n'a pas la courtoisie de laisser gens parler. Monsieur Assako, respectez le temps de parole réservé au RDPC. On a déjà suivi, vous avez Monsieur, voilà un autre dit, il faut aller à la CRTV. C'est regrettable. Mais je vais vous dire une chose, j'ai entendu tout à l'heure, relativement à la crise énergétique. Moi, je pense que monsieur le ministre de l'énergie et de l'eau s'est déplacé, ce qui démontre que le gouvernement est préoccupé par la situation et fait, en tout cas, propose aux autorités indiquées de venir régler le problème immédiatement sur place. C'est la preuve que le gouvernement descend sur le terrain pour régler les problèmes, pour s'occuper des problèmes des Camerounais. Et c'est pour ça que le gouvernement, c'est pour ça que le président de la République a été élu par les Camerounais, parce qu'il savait que c'est celui qui est à l'écoute de leurs problèmes. Quant aux autres et ceux qui sont en face de moi, de l'opposition, ils connaissent chacun ce qu'ils valent dans l'opinion. Mais je veux dire que relativement au ministère de la parole qui gère, j'ai écouté M. Kounié. Il dit notre programme c'était le RDD m'a appelé, mais monsieur, vous avez dit ça dans votre programme, vous avez entre 1 et 3%. Monsieur, le débat est clos. Vous avez entre 1 et 3%, voilà ce que les Camerounais vous ont répondu. Et vous bavardez, vous gérez le ministère de la parole, mais vous ne proposez rien. Pourquoi? Le gouvernement, depuis que cette crise a éclaté, a libéré Fontaine-Liba, a libéré le confrère, a libéré 289 personnes. Le gouvernement a mis en place le RDDR. C'est pour vous, BBC, par exemple. Mais monsieur Dupuis, vous êtes grave. Je me demande si vous êtes... Non, voilà. Merci. On parle d'électricité. Sur ces travaux, on va dire... Je ne voudrais pas laisser dire, n'est-ce pas, aux gens... Non, sur les travaux, je vous en parle. L'électricité. L'électricité, on a vu le ministre... Mais je ne peux pas laisser dire que nous valons 3%. Bon, vous voulez que je dise... Eux-mêmes ne méritent pas 5%. Parce qu'ils ont volé toutes les voix, c'est les voleurs de voix. Donc ils volent les élections. Joshua aussi, Nambangui, 3,35%. Oui, le résultat de la Cour constitutionnelle, 1 million d'électeurs du Nord-Ouest Sud-Ouest n'ont pas voté, il faut intégrer tout cela. Donc nous ne pouvons pas valoir 3%. Vous pouvez manœuvrer comme vous voulez, vous êtes, n'est-ce pas, des voleurs de voix. Ça c'est clair. Bon, maintenant, pour revenir à l'électricité, voilà donc des gens qui passent tout le temps à nous parler de Lompanga, de Benvele, tout un tas d'histoires. Ils nous fatiguent avec, on veut l'électricité, ils nous montrent les barrages. Nous n'avons rien à faire avec les barrages, on veut l'électricité. Et aujourd'hui, on veut l'électricité et nous montre le ministre qui est arrivé. Alors le ministre est arrivé, moi je suis à Bali. Je suis depuis 2 jours dans mon bureau, je ne peux pas allumer ma machine. Qu'est-ce que j'ai à faire avec l'arrivée du ministre? Je veux l'électricité ou bien je veux... Il est venu mettre la pression. Quelle pression? Et la pression sert à quoi? Puisque je n'ai pas l'électricité jusqu'à maintenant. Donc que ces gens arrêtent, n'est-ce pas, de nous flouer avec des histoires du genre. Ils ne feront rien. Il est établi que ces gens ne peuvent plus gouverner le Cameroun. Ils sont en fin de cycle. Ils sont obsolètes, si je peux dire ainsi. Et il faut qu'ils comprennent que le temps est passé. Maintenant, sur l'électricité. Ah, mais monsieur Aldin ou monsieur Serge Alain, vous allez me pardonner, mais c'est navrant d'avoir ce jeu auquel on se livre là. Parce que on donne le sentiment aux gens que lorsqu'un ministre se déplace de Yaoundé pour venir à Douala, parce qu'il y a une coupure d'électricité, il faut qu'on lui adresse une lettre de félicitations pour ça. Voilà ce qu'on nous a enseigné sur ce plateau ce soir. C'est la preuve que le chef de l'État est au courant des préoccupations des Camerounais et qu'il s'en préoccupe. Pourquoi? Parce que le ministre est venu à Douala. Bon Dieu. Bon Dieu. Pourquoi faire? Et je crois qu'il faut qu'on ait du respect pour les Camerounais. Je crois qu'il faut qu'on ait du respect pour M. Emmanuel Kounié et toutes les autres personnes qui ont besoin de l'énergie électrique.
pour fonctionner, pour vivre, pour travailler, pour produire la richesse, pour produire les impôts qui servent à cette dépense somptuaire. Parce que ce que mon confrère ne vous a peut-être pas dit, c'est que le ministre ne vient pas à Douala pour rien. Il ne vient pas à Douala à pied. Dans la nomenclature des dépenses publiques au Cameroun, le déplacement d'un ministre a un coût. Il a un coût partout, c'est vrai. Mais la spécialisation du Cameroun, c'est les surcoûts. Le Cameroun est expert dans l'art qui consiste à faire des choses simples à des prix extraordinaires. Au point où quand on vous explique, vous n'arrivez toujours pas à comprendre. Si vous avez compris, c'est que ce n'est pas ça qu'on vous a expliqué. Donc, merci. Le problème de la fourniture d'énergie électrique est un vrai problème social au Cameroun parce que cela fait longtemps que ça dure. On ne peut pas tous les jours excuser les manquements d'une structure, d'un système qui n'a pas lui-même réussi à se renouveler. Comment est-ce qu'on fait pour se plaindre chaque jour des couacs comme cela? Ça veut dire que ce qu'on appelle le monitoring en management n'a pas été appliqué. On n'a jamais décidé de suivre, d'évaluer, d'anticiper. Donc, il y a un problème de gouvernance. Le leadership actuel du Cameroun, et cela fait 36 ans, malgré toute leur expertise, ne nous a produit que la médiocrité et l'incompétence. Ce qui conduit à la désolation dans l'opinion générale. Merci, merci cher monsieur. Merci Maître Tegem, merci Achille. Vous êtes avocat et pas de médiocrité. Merci Achille. Monsieur, vous êtes un jeune. Merci Emmanuel Kounié, merci à vous Maître Roland Diouf. Je vous remercie monsieur. Madame, monsieur, qui nous reçoit, Stop F1, rediffusion 23h GMT, il sera minuit à Biémassi, à Cassia.